Bonjour Frédéric Salabarou, bienvenue dans votre grande interview en direct sur Europe 1 et sur CNews. Bonjour, merci de me recevoir. On va beaucoup parler de politique française, évidemment, avec vous ce matin, mais d'abord un mot sur la situation internationale, la situation au Royaume-Uni, des violences ces derniers jours, après une nuit qui a été plus calme la nuit dernière. Quel regard vous portez sur cette situation, sur ces émeutes au Royaume-Uni en ce moment ? Je pense que ce sont des événements d'une très très grande importance. Évidemment, il faut condamner les violences, la loi doit être respectée, l'état de droit doit être respecté. Mais c'est intéressant de voir aussi ce que ça signifie. Et ça n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a eu des manifestations antiracistes que rien ne s'est passé, qu'on remet le couvercle. Derrière ça, il y a les symptômes de la crise des sociétés occidentales, des sociétés européennes. La volonté d'avoir une immigration qui ne soit pas incontrôlée, le fait que ça se passe de manière aiguë dans les zones désindustrialisées et les zones paupérisées, et tout ça sur fond de grand malaise des classes moyennes. Ce sentiment de déclassement, ce sentiment de désespérance qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est partout. Et donc ça renvoie à un message qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'est-ce qui s'exprime et comment on y répond. Et d'ailleurs, vous parliez de politique française, je fais le lien aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir s'il faut Monsieur X ou Madame Y, ou il faut une grande coalition qui, de toute façon, n'existera pas. La question centrale, c'est qu'est-ce qu'ont exprimé les Français durant cette élection et comment on y répond. On va y revenir, mais restons sur le Royaume-Uni. Vous nous dites qu'en réalité, les ressorts qui agitent cette crise au Royaume-Uni, finalement, ils sont aussi présents en France et qu'il faut être vigilant à cela ? Ils sont présents partout. Ils sont présents aussi aux États-Unis. La désindustrialisation a amené Trump au pouvoir. Ce n'est pas par hasard qu'il choisit J.D. Vance, dont le livre majeur, qui est un best-seller dans le monde, c'est la description de ces anciens seigneurs de l'industrie américaine qui tombent dans la drogue, dans l'alcool, et qui en réalité basculent dans le populisme. Cette crise, elle est partout. Il faut savoir l'entendre et il faut savoir y répondre dans le respect de l'état de droit et des grands principes. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Si on n'agit pas, si on laisse les lois inappliquées, si on ne réagit pas sur le plan économique, si on ne contrôle pas les flux migratoires, eh bien, on perd la nécessité, c'est le rôle de l'État de trouver un bon équilibre et on crée les conditions de la violence ou des violences, c'est-à-dire des violences dans un sens ou des violences dans un autre, ce qui peut encore se passer au Royaume-Uni. Je précise que vous êtes également biographe de Léon Blum. Est-ce que vous pouvez établir un parallèle entre la situation au Royaume-Uni et la situation de février 1934, par exemple ? Il faut se méfier des parallèles historiques. Moi, j'adore l'histoire et l'histoire enseigne. Évidemment, le Front populaire part des événements du 6 février 1934, mais c'est une autre forme de crise. En revanche, ce que nous dit cette période et ce que nous dit l'histoire, c'est qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que voilà, les choses sont en place, qu'il ne peut pas se passer des choses graves. Par exemple, aujourd'hui, on est à la joie des Jeux Olympiques, dans la torpeur de l'été, et on a l'impression que la situation française n'est pas une situation extraordinairement préoccupante. Or, elle l'est, et le propre de l'histoire, c'est que juste avant le moment de bascule dans la crise ou dans la crise aiguë, on a l'impression qu'il ne se passe rien avant le 6 février 1934, l'affaire Stavisky, parce que vous parlez de ça, c'était un scandale parmi d'autres. Et en revanche, ce qui s'est passé le 6 février 1934 fait complètement basculer. Tout ça dans un environnement mondial qu'on ne doit jamais perdre de vue. Quelques mois avant, Hitler était arrivé au pouvoir, d'où le changement de position de Staline. Donc voilà, la vie politique, ce n'est pas seulement les personnes, ce n'est pas seulement la course aux médias, c'est la capacité à comprendre l'environnement et à l'intérieur, à regarder les problèmes. Et moi, je suis pour une logique démocratique, c'est-à-dire que d'abord et avant tout, on regarde ce qu'ont dit les Français. Alors justement, allons-y sur la situation politique française. On attend toujours un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Vous plaidez dans une tribune parue dans Le Monde pour un gouvernement qui réponde aux attentes des Français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que les Français n'ont pas donné de majorité à l'Assemblée, mais ils ont exprimé des choses qui me paraissent claires si on fait l'effort de s'abstraire de ces préférences partisanes. Ils ont exprimé des choses d'ailleurs qui empruntent à la droite, à la gauche ou à l'extrême droite. Moi, ce que je considère, c'est qu'ils ont dit qu'on a besoin de plus de justice sociale, notamment en matière de pouvoir d'achat, c'est la question du SMIC ou du prix de l'énergie. On voit bien que la réforme des retraites,
ne passe pas. Donc il y a besoin d'en redébattre, plutôt que de se retrouver à l'Assemblée avec des propositions de loi d'abrogation. Il faut en redébattre, amender s'il faut, abroger s'il faut. Et puis ensuite, il y a d'autres formes de préoccupation. La préoccupation de sécurité, la préoccupation de laïcité, d'ordre à l'école, et le fait de maîtriser les flux migratoires. Ce qui ne veut pas dire qu'on est raciste, c'est juste qu'il faut que la loi soit appliquée. Et ça, il faut l'entendre. Aucune coalition, qui d'ailleurs ne se fera pas, n'apportera la réponse. Il n'y a pas d'homme providentiel. Une coalition ne se fera pas. Vous nous dites ce matin, une coalition ne se fera pas. Pourquoi ? Non, elle ne se fera pas pour une raison assez simple. Vous ne pouvez pas avoir le Parti socialiste engagé dans cette coalition avec le risque d'une nouvelle dissolution dans un an, alors qu'il vient de proposer une candidate au poste de Matignon, dire écoutez, Lucie Castet, vous allez rire, maintenant je rentre dans une grande coalition avec le centre et la droite. Donc ça ne se fera pas. Ce qu'il faut, c'est dans une situation très compliquée, c'est entendre ce qu'ont dit les Français et construire autour de ça. En quelque sorte, ce n'est pas avec les partis de l'Assemblée nationale qu'Emmanuel Macron est en cohabitation, c'est avec les Français. Et donc c'est le couple président de la République et ce qu'ont dit les Français qui est peut-être la clé d'une crise qui est, à mon sens, extraordinairement sérieuse, parce que si je peux me permettre, il y a deux crises. Il y a la crise institutionnelle qui peut parfaitement conduire, si on n'arrive pas à trouver les bons points d'équilibre, à la démission du président de la République. C'est ce que souhaite très probablement Jean-Luc Mélenchon, on y reviendra peut-être. Et puis il y a la crise financière. On est dans une situation budgétaire extrêmement dangereuse. Ce n'est pas 5% de PIB de déficit, c'est 40%. Les recettes sont 40% inférieures aux dépenses. Toute la paye des fonctionnaires est payée par le déficit, c'est-à-dire par les investisseurs et les investisseurs étrangers. Si le pays bascule dans 2 ans et demi d'instabilité, c'est interminable 2 ans et demi d'instabilité, les taux vont s'envoler et c'est notre indépendance et notre solvabilité qui se risquent d'être en cause. Alors dans cette même tribune, vous en appelez au dépassement des ambitions, décorréler justement la formation d'un gouvernement et les ambitions pour la présidentielle de 2027. Vous reprenez cette citation de Pierre Cot qui en 1940 se disait prêt à balayer les escaliers au service de la France. Qui aujourd'hui serait capable d'un tel dévouement à vos yeux ? Mais bien plus de gens qu'on imagine. D'abord, ça découle de ce que je viens de chercher à exprimer, c'est-à-dire la crise est profonde. Et c'est un temps où ce n'est pas la course aux ambitions. On a largement dépassé ces questions-là. Et pourtant, on a l'impression que c'est dans toutes les têtes. Non, mais c'est dans des têtes... je suis désolé, je ne veux pas critiquer le système, le parisianisme, le monde médiatique. C'est dans ces têtes-là. Ce n'est pas dans les têtes des Français et ce n'est surtout pas la réalité. Face à cette situation, il faut avoir une approche patriotique. Et beaucoup plus de gens sont prêts à le faire qu'on imagine. Mais encore faut-il créer les conditions. Moi, je plaide pour un gouvernement de devoir, c'est-à-dire un gouvernement qui, pendant les 2 années et demie, ne fasse qu'une chose, appliquer une base programmatique qui correspond à ce que je viens de dire, c'est-à-dire à ce qui me semble être les attentes minimum des Français, et ne fasse que ça. J'emploie dans la tribune une image, c'est-à-dire il faut des ministres qui ne courent pas les plateaux, mais qui aillent au ministère comme on va au bureau, au champ ou à l'usine, et il y en a. Et puis, il faut étanchéiser ce travail gouvernemental de la campagne présidentielle de 2027. Il faut laisser à ceux qui veulent rencontrer les Français le temps de le faire, et aux Français de choisir leur avenir. Donc, c'est en ça que le choix du Premier ministre, de l'équipe, est vraiment importante. Mais les personnes ne comptent pas si avant ça, on n'a pas vu ce qu'on veut faire. Et si, par exemple, on ne fait que continuer ce qui a été fait, oui, ou alors, comme le propose la gauche, un programme qui ne répond pas à ce qu'ont exprimé les Français en totalité, ça ne fonctionnera pas. Justement, comment on explique aux Français que leur vote a été entendu ? On ne pourra pas repartir sur une coalition, vous l'avez dit vous-même. Comment leur montrer que le message a été reçu avec ces 2 scrutins, les élections européennes puis les élections législatives ? D'abord, en ne proposant pas quelque chose qui relève de soit les attendus traditionnels de la gauche, c'est en ça que le programme du nouveau Front populaire n'y correspond pas. À quel moment les Français ont dit
on veut plus de régularisation de sans-papiers ou la création d'un statut de réfugié climatique. Ils ne l'ont jamais dit, donc ça ne correspond pas. Et de côté de la droite, ils ont exprimé des attentes en matière de pouvoir d'achat et il faut les entendre. Le pacte législatif de Laurent Wauquiez va dans ce sens-là? Le pacte législatif, il est intéressant en méthode parce que ça veut dire je commence par les propositions avant les personnes et les arrangements d'appareil. Maintenant, il correspond à la position traditionnelle des Républicains. Il faut qu'elle s'étende à d'autres sujets, notamment la question du pouvoir d'achat et la question du SMIC et la question des retraites. Par exemple, je suis personnellement favorable à l'augmentation du SMIC. Je mesure ce que ça veut dire pour les petites et moyennes entreprises. Il faut qu'on trouve le bon point d'équilibre en termes d'augmentation du SMIC, mais on ne peut pas avoir eu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une flambée d'inflation, une inflation à 2 chiffres dans l'alimentaire, pour des ménages qui travaillent et qui étaient déjà à 1 euro près avant cette inflation et ne pas y répondre par le salaire. Ça n'est pas possible. Est-ce que la position de Laurent Wauquiez est tenable? C'est-à-dire faire des propositions, mettre des mesures sur la table, mais dire qu'il ne veut pas les appliquer, ne pas participer à un gouvernement. Est-ce que c'est tenable, cette position? Elle est tenable si, dans le même temps, le président de la République prend les décisions qu'il faut, c'est-à-dire regarder ce qu'il faut proposer et ensuite mettre en place une équipe pour les mettre en œuvre. Ensuite, il appartiendra à Laurent Wauquiez, à la gauche, aux socialistes, de se déterminer. Mais c'est-à-dire texte par texte, voter ou non des lois. Est-ce qu'on renverse un gouvernement qui augmente le SMIC, ouvre un débat à nouveau sur les retraites et qui applique strictement la loi en matière de sécurité et d'immigration? Moi, je suis convaincu du contraire. Et dans le même temps, il y a un grand rendez-vous qui est le budget, qui est essentiel pour les raisons qu'on a indiquées. Et là, il va falloir trouver des points d'équilibre. Et les points d'équilibre, c'est à la fois des économies et des sacrifices, mais également, il faut dire les choses telles qu'elles sont, des augmentations d'impôts ciblées et qui soient justes. Donc là, c'est le moment de vérité. Si le gouvernement de devoir que je préconise passe l'échéance du budget, à ce moment-là, les choses seront possibles. Ceux qui veulent aller à la présidentielle pour offrir une possibilité de choix aux Français pourront le faire. Quant à ce gouvernement ça ne va pas être tous les jours drôle, puisqu'il va falloir affronter le chaudron de l'Assemblée, le rapport avec le président de la République, qui va être extraordinairement compliqué, plus toutes les difficultés du quotidien, peut permettre ça. Il faut un profil politique au gouvernement, à la tête de ce gouvernement, justement, pour affronter ce que vous appelez le chaudron? Je l'ai écrit, je suis convaincu de ça. Parce qu'il faut pouvoir avoir une expérience du travail parlementaire. C'est un chaudron qui est invraisemblable et il ne faut pas perdre de vue la stratégie de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon connaît bien l'histoire. La dissolution, c'est comme la convocation des États généraux. Ça déclenche une machine infernale. Sa logique, c'est accélérer la crise pour que le président de la République soit contraint très vite de démissionner, et je crois que c'est une expression qu'il a employée, et que les Français n'aient le choix que de se prononcer pour la personne qui déteste le moins. Ça n'est pas acceptable. C'est dangereux, une démission du président de la République. Vous alertez sur cet enjeu. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'action du président de la République, de sa personne, ou du choix de la dissolution, mais là, on est dans un temps qui est le temps de l'intérêt national, et pour l'intérêt national, la pire des choses, ça serait une démission rapide. Il faut d'abord assumer ces 2 ans et demi et permettre aux Français d'avoir un vrai débat présidentiel et de choisir. Là encore, moi je ramène toujours les choses au même point, c'est-à-dire c'est la question démocratique. Qu'est-ce qu'ont dit les Français? Il faut le temps de l'exprimer. Merci beaucoup Frédéric Salabarou, vous êtes avocat, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de Jacques Chirac. C'était votre grande interview ce matin en direct sur Europe 1 et sur CNews. Merci beaucoup.